L'UFC 315, c'est le feu pour nous, les francophones. Manon Fiorot, Benoît Saint-Denis et Ayman Zahabi sur la carte principale. 2 ceintures en jeu, incluant le main event très ouvert entre Jack Della Maddalena et Belal Mohamed, la légende José Aldo. On se met bien, et avant ça, on vous met bien avec l'analyse sous l'angle des cotes de Paris. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Nous tenions à prendre une minute pour remercier notre sponsor principal de longue date, Unibet.fr. C'est grâce à eux que nous pouvons continuer à consacrer autant de temps à produire ce contenu. Unibet.fr est le site qui t'offre les meilleures cotes sur les combats de MMA. Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. Grâce à notre lien en description, les copains d'Unibet.fr t'offrent un free bet allant jusqu'à 100 €. Très important, inscris-toi uniquement, vraiment uniquement, si c'est pour jouer avec une approche ludique et surtout responsable, avec un budget que tu définis, que tu es prêt à perdre. Comme nous, vois ça comme une opportunité d'être émotionnellement plus engagé dans les combats et de te renseigner davantage sur le sport qui te passionne. Benoît Saint-Denis occupe la 13e place à l'UFC et la 15e place chez Fight Minds. Il possède 13 victoires en 16 combats et affiche 5 victoires en 8 combats à l'UFC. Il a gagné avant la limite dans chacune de ses victoires, via KO 4 fois et soumission 9 fois. Kyle Prepolek revient à l'UFC. Il affiche 18 victoires en 26 combats avec 10 KO et 4 soumissions, soit un taux de finalisation à 78%. BSD enchaînait sa 5e victoire consécutive par high kick sur Frevola en novembre 2023, avant de s'incliner aux mains de Dustin Poirier. Sa dernière sortie était en main event de l'UFC Paris, où il s'incline face à Renato Moicano. Kyle Prepolek est sur une série de 3 KO au premier round en dehors de l'UFC, face à Alpidio, Henry et Wurlitzer. On ouvre la carte principale avec Benoît Saint-Denis face à Kyle Prepolek. On a déjà fait une analyse assez macro lors de l'officialisation du combat plus tôt cette semaine. Pour résumer, le narratif nous plaît assez bien. On a Benoît qui doit se reconstruire. Il était parti pour affronter le très dangereux Joel Alvarez. Finalement, il fait face en short notice à Kyle Prepolek, qui n'aura rien à perdre, qui se préparait pour un 5 rounds au Samouraï et qui arrive en pleine confiance sur une série de 3 victoires par KO au premier round. Clairement, on va dire les termes, Benoît Saint-Denis est large au-dessus sur papier, très large au-dessus sur papier, mais Prepolek a un profil dangereux, un profil piège. On a fait une petite analyse macro, mais on n'a pas dit comment est-ce qu'on voyait le combat se dérouler. Quel est ton read sur ce combat, Brian? Mon read, alors pour être honnête, je pense qu'on voit tous un petit peu le combat se passer, où on va avoir un Benoît qui risque d'être assez agressif. En tout cas, moi, sur le peu que j'ai vu, c'est Prepolek qui est pas très à l'aise sur les blitz, donc sur les entrées, très agressif avec des frappes. Donc, il a tendance à reculer un petit peu en ligne. Donc, moi, je vois bien Benoît être capable de rentrer comme ça et descendre dans les jambes. Et je pense que la puissance et la lutte de Benoît risquent de surprendre un Prepolek qui s'attendra à être capable de défendre. Donc, moi, mon read, ça serait vraiment, genre, je le vois pouvoir étrangler Prepolek au premier round, tu vois. Clairement. C'est pas ma préférence, mais voilà, vu l'adversité, je pense qu'il va l'étrangler dans le premier round. Ouais, j'ai un peu plus analysé Prepolek, j'avais pas eu beaucoup le temps pour notre première vidéo, et si on reprend le game plan qu'on avait fait quand Benoît devait affronter Joel Alvarez, on avait dit que Benoît Saint-Denis devait pousser l'action debout, mettre l'Espagnol sur le pied arrière, chercher à lutter et travailler patiemment au sol. C'est un peu ça qu'il faut faire ici aussi. Prepolek, pour les combats que j'ai regardés, personne ne l'a récemment réellement mis sur son pied arrière, même pas Nordin Taleb à l'UFC. Ceux qui ont voulu le lutter ont généralement eu pas mal de succès. Et donc j'ai l'impression que dans le point de vue game plan macro, on est sur quelque chose d'assez similaire. On a un Benoît qui s'est préparé pour mettre la marche avant, pour mettre au sol, pour être assez prudent au sol. Ici, peut-être que l'aspect prudence peut plus se transformer en schéma offensif. Et je te rejoins assez bien. Je peux clairement voir un scénario où tu as une soumission au premier round de Benoît Saint-Denis. Ouais. Alors franchement, on en a parlé, ce sera pas ma préférence. Moi, j'espère qu'on aura un peu plus de temps pour. J'aimerais bien un entre-round, tu vois. J'aimerais bien voir un petit peu comment ça se passe à l'entre-round, les transmissions, etc. Donc clairement, c'est ma préférence. Ça serait quand même que ça passe le deuxième round. Mais en tout cas, on n'a pas les cotes pour le truc, mais c'est clair que je vois le combat partir comme ça, et je pense ne pas être le seul à voir un finish au premier round par étranglement, tu vois.
Ouais, en gros, t'as envie d'entendre la voix de Nicolas pendant le combat. Exactement. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on va tous être là pour ça, tu vois. On a tellement été choqués des conseils du dernier combat que là, on a envie de... Ah, c'est bon. Il y a un vrai bien coach. encadré. Ouais, c'est ça. Il y a Choqué un coach, il y a un du dernier coach. combat de BSD parce que on était choqués positivement des instructions des derniers combats de Nicolas dans le coin de Ah oui, Sabine, par exemple. Ouais. tout le monde avait compris ce que je voulais dire. Ouais, Oui, bien oui, sûr, c'est bien sûr. alors effectivement, tu t'as dit, il n'y a pas encore les cotes. Là, Non, on est je pense pas jeudi qu'il y aura, matin. C'est vrai que cette vidéo sort vendredi midi. Donc, entre-temps, vous aurez les cotes sur Tu unibet.fr. penses? Mais actuellement, on a juste les cotes du combat. Benoît est favori, comme on le voit très rarement en MMA, 1.08 contre Ouais. 6.50 pour le Canadien. C'est presque un 90. Et tu as Voilà, vu en dessous? Quoi ça? Tu regardes sous les cotes où se placent Oui, les oui, gens. oui. Il y a, mais ça, honnêtement, je vais dire, ça me semble logique. Quand tu vois une cote à 6,50 en Je suis MMA, ok. quasi à l'aveugle, t'as envie de dire, bah, tu sais quoi, je mets un quart d'unité, quoi. Parce que effectivement, ce que Brian est en train de dire, c'est sur unibet.fr, on a 61% des gens qui se sont positionnés sur Prepolec. Ce qui est relativement rare parce qu'en général, unibet.fr avec un combattant français, on va se positionner du côté du combattant français. Mais là, clairement, Benoît à 1.08, pardon. Il n'y a pas trop d'intérêt. Donc, je pense que toi, comme moi, et comme beaucoup de gens qui vont nous écouter, on attend un peu de voir s'il n'y a pas Benoît à la soumission qui pourrait être intéressante, Benoît au premier round qui pourrait être intéressant. Peut-être que des gens veulent... J'ai vu qu'il y a pas mal de parieurs internationaux qui ont vu que des sites avaient mis le combat dure plus que 0.5 round, ce qui est rare. Et il y a plein de parieurs qui sont positionnés dessus parce que genre la cote est à... Je sais plus combien, mais ça restait underdog, c'est genre à 1.65 ou un truc comme ça, mais les gens trouvaient ça méga intéressant. C'est quand même Ouais, je 2 suis minutes d'accord. 30 à passer, tu vois. Ça va vite, 2 minutes 30. Donc, se positionner là-dessus. Donc, voilà. Moi, toi comme moi, je pense qu'on attend ici. On va pas mettre Je pense- 7 unités sur Benoît à 1.08. Tu gagnes 0.56 unités. Non, c'est et puis on va pas mettre sur Prépolec, j'ai pas envie de prendre un tour de flamme. Non, Non, mais honnêtement, comme je le dis, moi, Non. quelqu'un me dit, je me suis positionné sur Oui. Prépolec. Je dis, bah oui, t'as une cote à 6,50 juste en money line en MMA. Ça se clair. joue. Faut pas le prendre mal, hein. Là, on est vraiment sur les paris et ça me semble logique, ça m'a fait sourire. Mais je pense que voilà, clairement à 6,50, il y en a pas mal qui vont se positionner sur un Ouais. lucky punch, on va dire. C'est même pas, enfin voilà, on le dit tout le temps, c'est peut-être un bon moment pour le répéter. Il y a le pronostic, il y a le pari et il y a qui tu supportes. Tu peux Et la supporter préférence. quelqu'un et pronostiquer contre lui. Et ma mère combat contre John Jones, j'ai pronostiqué John Jones, hein, pourtant j'aime ma mère, hein, vraiment. Et puis Mais il tu y vas a parier sur ta maman? Non. la cote elle sera à combien? Mais laisse tomber. Non, j'annule le combat, tu vois. Je dis non, mais faut pas ça. Très mauvais exemple. Mais vous voyez ce qu'on veut dire. Et tu peux même pronostiquer. Ça, c'est un truc que les gens comprennent pas souvent. C'est, tu peux pronostiquer quelqu'un, mais mettre de l'argent sur l'autre parce que la cote est intéressante sur l'autre. Quand tu pronostiques, Ouais. c'est dans ta tête, c'est ok, je vois lui gagner, mais dans ta tête, tu sais que, ouais, je vois lui gagner 6 fois sur 10. Mais si la cote de l'autre côté est à 6,50 pour un 4 sur 10, bah, tu vas évidemment mettre une fraction d'unité. Ok, maintenant que ça c'est clair, on va passer au deuxième combat qui est très lié à notre co-main event, car il aura potentiellement des implications pour le prochain titre Flyweight. Alexa Grasso est numéro 1 au classement UFC et Fight Minds. Elle a 16 victoires pour 4 défaites et une égalité et était rentrée à l'UFC sur un palmarès intact en 8 combats. 37% de ses victoires sont avant la limite avec 4 KO et 2 soumissions. Natalia Silva est 5e à l'UFC et 4e chez Fight Minds. Elle est à 18 victoires pour 5 défaites et une égalité et est invaincue en 6 combats sous la bannière de l'UFC. 5 KO et 7 soumissions amènent son taux de finalisation à 67%. Les 3 dernières sorties de l'ancienne championne sont face à Shevchenko. Elle lui a pris sa ceinture en mars 2023, puis l'égalité en septembre 2023, avant de s'incliner à la décision en septembre dernier. Natalia Silva n'a plus perdu depuis 2017. Elle est sur 12 victoires de suite, les 3 dernières étant à la décision unanime sur Andrea Lee, Viviane Araujo et Jessica Andrade. Alexa Grasso a vraiment pris confiance et en compétence depuis sa montée chez les flyweight. Elle a la grinta reconnue du Mexique. Elle boxe bien dans les deux gardes et elle a montré que derrière son grappling se cache un certain Diego Lopez. Je pense que combattre sur la même carte que Valentina va lui donner la dalle de retourner vers ce titre qu'elle a récemment perdu. Son adversaire, Natalia Silva, est en pleine confiance, intouchable à l'UFC. Elle est montée étape par étape. Elle n'a pas vraiment brûlé d'étape pour arriver jusqu'à Alexa Grasso. Elle vient de passer par la vétéran Jessica Andrade. Elle a un énorme différentiel en striking. Ce que j'entends par là, c'est elle touche beaucoup, elle se fait pas beaucoup toucher. Donc elle touche plus de 5 fois par minute et n'encaisse que 2,35 fois
à la minute. Elle a 64% de responsabilité défensive debout et 91% de responsabilité défensive en lutte. On devrait avoir un combat qui se maintient debout. Comment est-ce que tu vois un peu la dynamique entre ces deux athlètes? Tu vois pas? Non, je vois pas. Étonné de la cote, hein, je t'avoue, moi je connais pas du tout l'adversaire, Natalia Silva. Donc c'est vrai que je pensais que l'ancienne championne aurait été large favori, mais je vais aller regarder un petit peu ses combats, Natalia Silva, tu vois. Mais c'est un combat sur lequel je vais pas me positionner clairement. Ok, voilà, pour revenir sur ce que tu dis, donc les bookmakers donnent confiance en la brésilienne. Elle est à 1,41, Natalia Silva, l'ancienne championne est à 2,73. On est donc entre le 65-35 et le 70-30. Franchement, effectivement, sur papier comme ça peut sembler chaud envers Grasso. Mais en fait, quand tu regardes la dernière sortie de Natalia Silva, ça peut se comprendre, tu vois. Vraiment, elle bouge bien, elle gère bien la distance, elle sait gérer l'agressivité de Jessica Andrade. Elle est rapide, elle a un striking rapide, elle utilise bien ses feintes, elle a des bonnes lectures du jeu. Et en plus de ça, si tu regardes juste les stats, t'as une Grasso qui a affronté plus de niveaux quand même, mais d'un point de vue statistique, tout est meilleur chez Natalia Silva. Et donc par rapport à ça, tu dis, bah ok, à la fois par rapport au dernier combat de Grasso qui était quand même décevant, même si c'est contre Shevchenko, le dernier combat de Natalia Silva qui était très bon, et d'ailleurs son run est très bon, les statistiques qui vont à l'avantage de la brésilienne, même si ça peut être nuancé par une différence d'adversité, je peux comprendre qu'elle soit favorite. À ce point-là, je sais pas. Moi, il y a peut-être une cote qui me tente, c'est soumission Grasso, elle est à 15. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Je pense que effectivement, ouais, Grasso, c'est une bonne boxeuse MMA. Je crois quand même que Natalia Silva sera meilleure debout. Je peux voir une Alexa Grasso qui cherche à mettre au sol. Je peux voir une Alexa Grasso qui a une concentration plus à long terme en se disant ok, vraiment dans mes combats contre Valentina, ce qui m'a vraiment posé problème, c'est la lutte. Alors c'est la lutte défensive certes, mais quand tu travailles la lutte défensive, il vaut mieux travailler la lutte offensive aussi. Tu l'as déjà souvent dit. Je pourrais la voir dans un camp d'entraînement où elle travaille un peu cette lutte offensive, son grappling comme elle le fait depuis longtemps avec Diego Lopez, et qu'elle trouve un chemin vers cette soumission. C'est pas un scénario ultra probable, mais la cote à 15 peut m'intéresser. Ouais, je comprends. Juste un petit truc quand même, ce qui est impressionnant avec cette Natalia Silva, c'est qu'elle a commencé sa carrière pro, elle était à une victoire, 3 défaites, quoi. 1-3. C'est impressionnant, hein. Ouais. Et là t'es ultra favorite contre l'ancienne championne de Takate. Je trouve ça, enfin voilà, je trouve que je voulais le souligner. Ouais. Elle est invaincue depuis 2000. Je pense que je le dis dans le téléprompter en plus, que j'ai enregistré il y a trop longtemps que pour me souvenir, mais je crois qu'elle est invaincue depuis 2017. Elle est sur une douzaine de victoires consécutives, un truc comme ça. Ah, c'est fou. Mais de commencer ta carrière pro 1-3, quoi. C'est impressionnant. On va parler de Jack Della Maddalena tout à l'heure, qui commence sur 0-2 et qui a 17-2 maintenant. Ça arrive, hein. T'as vraiment pas mal. 17-2, 1-3, 18-5 là maintenant, et comment il s'appelle mince, il y en a un autre, hein, un champion Bantam, Dvalishvili, il était pas à 0-2 à l'UFC, ses 2 premiers combats UFC, il les perd et puis il fait son ascension jusqu'à devenir champion potentiellement dominant. Voilà. Donc gardez ça toujours en tête, les amis, ce genre de profil, c'est et vraiment il y en a beaucoup, hein. Il y en a plus que ce qu'on pense des combattants qui sont invaincus. Tu dis ils sont invaincus sur 12 combats et en fait tu vois leur palmarès, ils sont à 12-3, tu fais ah ouais, OK, c'est 12-3, t'es en train de te dire OK, c'est pas un palmarès impressionnant et après 18-5, ouais. Ouais, 18-5 en commençant à 1-3, c'est plutôt un bon run si tu enlèves les 4 premiers combats. En milieu de carte, une légende contre un late bloomer dans un combat inattendu mais qui fait plaisir. José Aldo est numéro 11 à l'UFC et 10e au classement Fight Minds. Il a un palmarès de 32 victoires pour 9 défaites, incluant 14 victoires et 8 défaites sous la bannière de l'UFC. L'ancien champion affiche 16 KO et 2 soumissions, soit 56% de finish. Ayman Zahabi est numéro 14 à l'UFC et chez Fight Minds. Il a 12 victoires en 14 combats, dont 6 victoires en 8 combats à l'UFC. Avec 5 KO et 3 soumissions, il termine 67% de ses adversaires. Le Brésilien s'était retiré de l'UFC suite à sa défaite contre Merab Dvalishvili en 2023.
2022. Il est revenu 2 ans plus tard en montrant qu'il était encore performant, s'imposant contre Jonathan Martinez. Sa dernière sortie est une défaite controversée à la split contre Bautista. Le Canadien est sur 5 victoires consécutives. Les 3 dernières sont Aori Kileng par KO expéditif, puis Bacharat et Munoz à la décision unanime. Je me suis fait à l'idée, donc ça fait plaisir, ouais. Ouais. Ah, bah c'est cool que tu te sois fait à l'idée parce que on l'avait dit, on avait tous les deux été et je pense qu'on était nombreux à être surpris un peu de voir José Aldo contre quelqu'un d'autre que Cruz ou que Cerudo et en plus de ça contre Ayman Zahabi qui est en train de faire une ascension et donc qui passait un tout petit peu sous les radars et on commence seulement à réellement parler de lui maintenant grâce à ce combat. Donc José Aldo, le roi de Rio, 21 ans de carrière, 2004 début professionnel, 2009 champion WEC, reste champion jusqu'au rachat UFC en 2011, défend 7 fois sa ceinture UFC jusqu'en 2014. Ça fait 10 ans avec une ceinture. WEC, UFC, on peut vraiment les comparer. Et depuis, il est toujours resté dans le haut du classement, même en descendant de division. Aujourd'hui, il est toujours 11e. Ok, c'est un peu bas, mais il est sur une défaite controversée. De l'autre côté, on a Ayman Zahabi qui a fait son ascension juste au top 15, un peu sous les radars, comme j'ai dit. Il a fait une victoire pour 2 défaites en début de carrière UFC. Il y a un renouveau, il a enchaîné 5 victoires consécutives. Je pense que l'UFC ici veut faire plaisir aux fans de pied-point. Donc le combat précédent, normalement, ça reste debout. Ce combat-ci, ça devrait rester debout. Zahabi, c'est quelqu'un qui veut rester debout, qui veut utiliser son anglaise et qui va probablement pas faire une Bautista. Donc moi, je vois un combat qui reste debout, avec quand même pas mal de mesures, mais une recherche de gros moments d'un côté comme de l'autre. Est-ce que ça s'aligne à ta grille de lecture? Ouais, bah je suis vraiment trop étonné avec le style de Ayman Zahabi. Je trouve ça vraiment bizarre. Mais Dans quel sens? il a un drôle de style hein, de combat. Ouais. Il boxe un peu en reculant. Des fois, il me fait penser à la boxe de Nurmagomedov, tu vois, de Khabib, dans le sens où esthétiquement, c'est pas terrible, mais ça touche. Ça a l'air Ça surprend, ouais, ça touche et ça surprend, ouais. Des crochets super ouverts, super larges, avec la tête complètement sur le côté, et ça touche en contre. J'étais assez étonné. Moi, je l'ai pas beaucoup suivi ce gars-là, mais j'étais assez étonné. Et puis je t'avoue que j'ai regardé genre un combat rapidement à travers. Je me dis bah l'autre il est toujours en train d'avancer. En fait non, il prend ses rounds quoi. Donc j'ai regardé après à vitesse réelle. Et effectivement, il trouve ses ouvertures malgré le fait que t'as l'impression qu'il se passe pas grand-chose, tu vois. Ah, c'est ça qui va être peut-être intéressant dans ce combat, c'est que tu vas avoir une boxe beaucoup plus propre du côté de Aldo. Mais comme on le dit souvent, la technique est moins importante que l'efficacité. Et donc on va avoir quelque chose qui ressemble à un esthétique plus brouillon du côté de Zahabi. Ah, c'est pas pour autant que ça va pas toucher et que ça va pas faire... voilà, et que ça peut pas surprendre José Aldo. Alors sur la dynamique, moi ce que j'ai un petit peu peur, c'est qu'on a un Ayman qui se déplace beaucoup et un José Aldo qui soit toujours un peu en train de courir après, tu vois. Ouais. José Aldo, c'est vraiment l'école shoot et box, l'école Muay Thai adaptée. Voilà, il avance, c'est mesuré. Il faut que l'adversaire, qu'il réussisse à avoir l'adversaire dans la poche pour pouvoir le connecter. Et sur quelqu'un qui se déplace, qui a des larges crochets qui sont lancés, c'est pas simple, tu vois. J'aimerais voir une version de José Aldo qui revient un peu avec son époque low kick. T'as pas vu la vidéo d'aujourd'hui sur l'UFC? Il se fait un peu de pads, une petite session de pads, et puis il sort ses kicks là, et je t'avoue que alors je sais pas, il faudrait que je regarde sur ses anciens combats, sur les entraînements qu'il avait avant, mais j'ai plus souvenir de le voir envoyer autant ses low kicks quoi. Ah, mais ce serait cool parce que voilà, effectivement, il a fait un petit détour en boxe anglaise là. Mais il avait une blessure, non? Il a pas eu un accident où au final il envoyait plus ses low kicks à cause de ça? Ça me dit quelque chose. Je sais qu'il y a toute une période où on se posait beaucoup la question, puisqu'il était connu pour ça. On se rappelle évidemment de son combat contre Urijah Faber. Enfin, on se rappelle évidemment, ça remonte à il y a super longtemps, mais contre Urijah Faber, il a vraiment détruit la jambe avec des low kicks. Ça faisait partie complète intégrée de son jeu. C'était l'une de ses grandes forces. Et puis effectivement, soudainement, il en envoyait quasi plus. Et je sais plus la raison. Je t'avoue qu'il y avait une raison qui était communiquée, un accident, ouais, peut-être. En 2013. C'était quoi, accident de moto? Ouais, accident de moto.
Ok. Alors, je me demande Attends, si c'est pas l'époque où Frank Mir aussi a eu un accident de moto et l'UFC était à 2 doigts de mettre dans le contrat que les combattants pouvaient plus faire de moto. Tu te rappelles pas de cette histoire? peut-être, je sais pas. C'est peut-être ça. Monopole, Monopson, ça te fait faire des trucs là. On va mettre dans le contrat, Non. vous pouvez pas faire de moto pour vous déplacer, tu vois. Je me demande si certains observateurs n'avaient pas mis en parallèle cet accident de moto et la fin un petit peu de l'ère des kicks de José Aldo dans son jeu. Et donc, on pourrait se dire que là, ouais, au bout de 12 ans, c'est bon, il a retrouvé ses jambes, il a retrouvé toute sa puissance, sa mobilité. Enfin, ça a mis du temps, quoi, tu vois. Mais effectivement, moi, je t'avoue que regarder ces UFC NBD, il envoie les kicks et ça envoie bien. Et là, moi, je suis en train de me dire, ça risque de sortir ce week-end et j'aimerais bien. Ouais, j'espère aussi. J'avoue que dans ce combat-ci, j'espère aussi. Bon, parce que c'est vraiment là sur les combats récents de José Aldo et sur les combats de Zahabi, on est un peu sur deux boxeurs MMA. On sait que José Aldo est ultra complet, takedown defense de ouf et un très bon sol aussi, mais voilà, il met une priorité sur le pied-point. Sur son ouais. Et pour l'instant sur l'anglaise. Et donc j'aimerais bien qu'il y ait cette intégration des low kicks pour pas avoir juste de l'anglaise et puis pour qu'on retrouve un peu le José Aldo. De la grande époque. Et je pense que ça aura un gros intérêt sur ce combat-là. Ouais. Il est favori à 1,38 contre 2,80 pour Zahabi. Ça se traduit par quelque chose qui se rapproche du 70-30. Est-ce que tu te positionnes sur ce combat? Ouais, est-ce qu'il y a un scénario qui te plaît? Ouais, il y a un scénario qui m'intéresse, hein, clairement. Se positionner, alors voilà, Ayman Zahabi, je le trouve très très confiant, très à l'aise sur ce combat. C'est pour moi un combattant, comme je l'ai dit juste avant, je trouve qu'il est difficile à lire, son style. Il y a des combats où je le voyais pas passer, par exemple, même pendant le combat, je me dis, il va jamais gagné ce combat-là, tu vois, et il l'a fait. Donc je suis un peu méfiant, tu vois, sur la cote. Je comprends tout à fait qu'on pourrait avoir que José Aldo est favori, mais je trouve que Ayman pourrait voler ce combat-là, enfin voler, l'emporter, surprendre. Surprendre et l'emporter à une décision en touchant, sans trop prendre de risques, en frappant et tout. Mais par contre, il y a un scénario qui me plaît plutôt bien, c'est José Aldo KO à 6. Et voilà, et donc bon, moi en tant que... Là, c'est pas sur l'aspect vouloir gagner mon pari ou quoi que ce soit, tu vois, mais c'est un scénario qui me plaît bien, donc... Pour le soutien. C'est un pari de soutien? Un pari de soutien, ça fera un double effet si ça se passe, tu vois, donc voilà. Ouais, je comprends. Moi, celui-là, j'avoue que je trouve que les cotes sont super bien faites. Et par conséquent, j'ai pas trouvé de valeur sur une cote, donc je vais rester a priori loin de celui-ci. On en profite, on enregistre le jeudi matin, on officialise nos cotes dans la journée de vendredi, on publie le vendredi ou le samedi nos visuels sur Instagram et sur Twitter. Donc suivez-nous sur les réseaux pour voir finalement sur quel combat on se positionne et avec quelle cote. Et Ayman Zahabi à 2,80, je trouve qu'elle est pas juste. intéressante. Moi, je la trouve, honnêtement, je comprends là où est la cote. Je trouve ça pas irrespectueux d'un côté ni de l'autre. Je trouve que ça reflète un peu l'analyse que je peux avoir sur le papier, quoi. Ok. On l'a dit. Non. Mais je sais plus quand on a parlé de ça. On a dit José Aldo est encore performant. Tu vois, c'est pas du tout en déclin. Il a son âge, il a son kilométrage, mais quand tu le regardes combat, il est pas facile à passer, quoi. Et là, on a un Zahabi, c'est pas parce qu'en fait, on s'est un peu trompé. On avait dit on avait considéré Zahabi comme un jeune loup parce qu'on s'était arrêté à son palmarès. Spoiler alert, John a pu l'interviewer. Il le dit lui-même, tu vois, c'est un late bloomer. Il a 37 ans, Ayman Zahabi. Donc t'es pas sur un jeune loup, t'es sur un gars qui a commencé tard sa carrière, en fait. Ouais, après, c'est toujours pareil. Là, on est vraiment sur un faible kilométrage, tu vois, entre guillemets. C'est ça. Ok, c'est parti pour le co-main event. Manon Fiorot est numéro 2 au ranking UFC et au classement Fight Minds. Elle a perdu son premier combat professionnel avant d'enchaîner 12 victoires consécutives, dont 7 sous la bannière de l'UFC. La moitié de ces victoires sont par KO, l'autre moitié à la décision. Valentina Shevchenko est à nouveau la championne. Après une belle carrière en Muay Thai, elle s'est tournée vers le MMA où elle fera son 30e combat professionnel ce week-end. 24 victoires, 4 défaites et une égalité. À l'UFC, elle est à 13-3-1. 62% de ses victoires sont avant la limite avec 8 KO
et cette soumission. La championne a 37 ans, 2 ans de plus que sa challengeuse. Cette dernière sera plus grande de 4 cm avec son 1,69 m et aura 2 cm d'allonge en plus grâce à son 1,68 m. La française force un volume bien plus élevé avec 6,26 frappes qui touchent à la minute contre 3,16 pour la championne. Les deux athlètes affichent une très belle responsabilité défensive, 64% pour Valentina Shevchenko et 68% pour Manon Fiorot. Shevchenko est un peu plus orientée lutte avec 2,74 takedowns réussis par 15 minutes qui seront mises à l'épreuve face aux 93% de défense pour Fiorot. Cette dernière montait sa série de victoires à 7 contre Bueno Silva en 2021, enchaînait avec Maya Serminara. Elle revient après sa blessure au genou pour continuer sa série de décisions unanimes face à Rose Namajunas en co-main event de l'UFC Paris avant de dominer Erin Blanchfield dans son tout premier main event pour décrocher son title shot. Valentina Shevchenko finalisait Lauren Murphy en septembre 2021 pour sa 6e défense de titre, puis battait Taylor Santos à la décision partagée. Elle s'est ensuite fait surprendre par Alexa Grasso, obtient une revanche qui se clôture sur une égalité et prend finalement sa revanche dans la trilogie en septembre dernier. Brian, t'étais chaud là. Dans notre analyse d'hier, tu voulais directement partir sur les cotes de Paris. Donc j'ai juste les rappeler. Manon favorite à 1,61, Valentina underdog à 2,20. On est proche du 60-40. L'analyse est très fraîche dans la tête parce qu'on vient de l'enregistrer. Vous l'avez vu a priori hier. Si vous ne l'avez pas encore vu, on l'a publié. On a publié la vidéo hier. Brian, qu'est-ce qui te tentait sur ce combat? Alors déjà, rappel. Ouais. Brian a pronostiqué Manon parce que j'ai l'impression que la cote qui t'intéresse, elle est plus d'un côté qui va froisser la France. Ah non. Ah, pas du tout. Ok, tant pour moi. Non, j'étais étonné. Alors sur la cote par KO, tu vois, je voulais voir à combien était la cote par KO. Alors Valentina par KO, elle est à 5,5 et Manon par KO, elle est à 6, tu vois. Attends. Moi, j'ai Valentina par KO technique ou disqualification à 10. Quoi? Type de victoire. Ah non, c'est technique. Ah non, c'est finish à 5,5. Ouais, juste le finish est à 5,5. Mais si tu veux isoler le KO, t'es à 10 pour Shevchenko. 10 et Manon, KO à 6,50. À 6,50. Alors, où est-ce que... Ah, je me suis planté. Ah ouais, d'accord. Non, je me suis planté alors. Parce que là, j'étais étonné que Valentina soit... Donc là, par contre, ouais, gagne par KO à 10, Manon à 6,50. Ouais. Par contre, tu vois, je suis étonné. Moi, je vois plus facilement. Donc, je vois Manon favorite, plutôt à la décision. Mais par contre, pour moi, la probabilité qu'il y ait un KO, il est plus pour moi du côté de chez Valentina. Tu vois? Ah oui, j'avoue que quand tu fais comme ça, là, les cotes annoncent que il y a un scénario plus probable d'avoir un Fiorot qui finalise par KO ou KO technique. Ouais. Que Shevchenko. Ah ouais, j'avoue. Par contre, c'est au niveau de la soumission que ça rattrape chez Shevchenko, parce qu'on voit une soumission beaucoup plus probable chez Shevchenko que chez Fiorot. Shevchenko, c'est à 9, Fiorot, c'est à 23. Ouais, 23, quoi. C'est vrai que, même officiellement, Manon n'a pas encore montré beaucoup de son sol. Donc, la voir soumettre Shevchenko, je comprends que ce soit compliqué et que tu as envie de mettre une cote attirante, quoi. Écoute, moi, je t'avoue que sur ce combat-là, les cotes sont plutôt bien faites. Je sais pas trop où me positionner. Est-ce que je vais me positionner sur Manon général à 1,61? C'est fort possible. Ok. Mais sur le scénario, je trouve qu'il y a... Enfin voilà, pour moi, le scénario le plus probable, c'est une décision. Et franchement, la cote, elle est pas... 1,35, ouais. 1,35 sur la décision, donc ça semble logique. Alors, Manon à la décision sera peut-être plus intéressant. C'est 2,10, je pense. Ouais. Manon à la décision, je crois que c'est 2,10. Laisse-moi revoir. Ouais, 2,10. Ouais, ça sera peut-être ça, moi, plutôt. Ne pas trop prendre de risques non plus. Manon décision 2,10, je trouve que c'est pas mal quand même, non? Ouais, je pense que c'est... Moi aussi, je vois le combat aller à la décision. 1,35, ça m'intéresse pas assez. Mais ouais, peut-être un pari de soutien comme tu fais pour José Aldo, tu vois. Une demi-unité sur Manon à la décision. Ce serait comme ça. Ok, place au main event.
Belal, remember the name, Mohamed est le champion en titre. Il a un palmarès de 24 victoires pour 3 défaites et à l'UFC, il est à 15 victoires pour 3 défaites. Dans 75% des cas, il bat ses adversaires à la décision, ayant 5 victoires par KO et 1 par soumission. Jack Della Maddalena vient challenger le champion avec un numéro 5 à côté de son nom au ranking UFC et 6 chez Fight Minds. Ce sera son 20e combat professionnel et il cherchera à obtenir une 18e victoire. Il est invaincu sous la bannière de l'UFC en 7 sorties. Dans sa carrière, il a gagné 12 combats par KO et 2 par soumission, soit 82% avant la limite. Belal a 36 ans, soit 8 de plus que JDM. La division welterweight semble être la transitoire sur cette statistique de l'âge qui a été défiée récemment par Volkanovski. L'Australien affiche un très haut volume de jeu avec 6,74 frappes qui touchent à la minute, 53% de succès et possède une belle responsabilité défensive à 66%. Le Palestino-américain touche 4,39 fois à la minute avec 43% de succès offensif et 57% de succès défensif. Le champion obtient 2,38 takedowns par 15 minutes, ce qui sera croisé aux 70% de défense de lutte du challenger. En 2021, Mohamed enchaînait un 7e combat sans défaite face à Stephen Thompson, prenait ensuite sa revanche contre Vicente Luque. Il obtient ensuite son premier TKO en 6 années face à Sean Brady, puis Bob Burns à la décision pour obtenir son title shot contre Leon Edwards, combat remporté à la décision pour devenir le nouveau champion dans la masterclass de l'année selon Fight Minds. Jack Della Maddalena a perdu ses 2 premiers combats professionnels. Cela signifie qu'il est sur 17 victoires consécutives, dont les 5 plus récentes sont face à Danny Roberts en novembre 2022 par TKO, puis par étranglement contre Randy Brown. Il enchaîne ensuite 2 splits contre Hafez et Kevin Holland. Sa dernière sortie était un TKO au 3e round contre Gilbert Burns en mars 2024. Alors là aussi, on l'a analysé en long et en large, ça a été publié mardi. Brian, les cotes n'ont pas trop bougé. Belal Mohamed est à 1,48. Jack Della Maddalena est à 2,50. On est légèrement au-dessus du 60-40. On se rapproche même du 65-35 en fait. On s'était dit qu'on gardait nos pronos pour aujourd'hui, mais finalement on a quand même dit qu'on penchait vers Belal à la décision tous les deux. Est-ce que ça a changé pour toi? Non, du tout. Du coup, est-ce que y a une cote qui t'intéresse? Ouais, il y a 2 cotes qui m'intéressent pour être honnête avec vous. Donc, bien évidemment, Belal à 1,48, sans prendre trop de risques. Décision, peut-être si je vais peut-être réfléchir à ça. Bon, non. Ouais, c'est 0,4 en plus, quoi. Voilà. C'est un boost à 0,4 de dire à la décision. Ouais. Donc, à 1,48. Et l'autre cote qui m'intéresse bien, c'est Della Maddalena par KO à 4. Celle-là, elle est quand même... Voilà. En fait, soit je vais me remater le combat qu'a eu Belal contre Jeff Neal et contre ça va Jeff te motiver Neal, à tu mettre vois. le KO là, ouais. Et puis après, je vais regarder son dernier combat et puis je vais me motiver pour me mettre sur lui, j'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, je trouve que JDM par KO à 4, elle est pas mal quand même, hein. Elle est pas mal. Faut que je me crée un monde, faut que je me crée un univers. Genre là, tu vois, il y a eu, j'ai regardé les MBD et il s'entraîne dans son garage là. Belal, hein, à Chicago, il a monté son garage d'entraînement, tu vois, ce qui se faisait beaucoup pendant la période Covid. Ouais. J'aime pas trop moi ce genre de dynamique, quoi. J'aime pas trop. Je trouve ça. Il explique comme ça qu'il va monter une salle un peu plus grande. Donc. Ouais. Voilà, je vais peut-être me motiver pour JDM à 4. Mais à voir. En tout cas, c'est entre les 2 codes qui me... Je vais rajouter 2 éléments à l'analyse, parce que j'ai déjà vu l'interview de John avec Belal. Donc déjà, Jack, il a vraiment fait le minimum d'analyse, d'interview possible. Il a vraiment fui, donc l'UFC l'a forcé 2-3 trucs et puis il a fui. Donc ça montre peut-être que... veut se concentrer, enfin peu importe, il veut se concentrer ou son cut est un peu compliqué. Belal était très à l'aise. Vraiment, t'as pas l'impression qu'il est en cut, il était vraiment nickel dans ses réponses, il parlait bien. Par contre, il a de nouveau fait ce truc de j'ai envie de boxer, enfin j'ai envie de gagner debout contre Jack Della Maddalena, tu vois. Et t'as John qui lui demande vraiment, genre limite il lui demande tu dis ça pour le marketing ou tu vas vraiment le faire, tu vois. Et donc Belal lui dit ouais, je vais vraiment le faire. Par contre, il a des lunettes de soleil, donc on sait pas voir dans son regard s'il rigole ou pas, quoi. Et donc évidemment quand j'entends ça, je me dis ouais, j'espère pour lui qu'il va pas rester debout, parce que sinon effectivement la cote à 4 m'intéresse. De l'autre côté, quand je vois un Belal qui prend le temps de faire toutes les interviews, qui est vraiment tranquille, qui donne pas l'impression d'être en galère par rapport à son cut, et un Jack qui s'enfuit des interviews,
sur l'attitude, l'énergie et tout, ça me donne plus envie de pencher Belal, quoi. Donc je te fais hésiter encore plus, je pense. Ouais, bah c'est toujours pareil hein, sur les scénarios. C'est toujours pareil, hein, ça reste difficile. Ouais, Donc toi, ouais. tu as misé quoi, toi, plutôt Bah, écoute, je sais que sur ce podcast en particulier, j'ai été très timide, très Ouais. frileux, et vraiment c'est parce que j'arrive pas à trouver des codes qui m'intéressent énormément. Donc je sais pas trop. Je vais peut-être faire le truc fun là. Il y a celui qui fait les podcasts avec Moïcano. Il fait ce qu'il appelle un cycle parlay. C'est mais lui, bon, eux ils ont accès aux cotes des prélims aussi, mais il prend un combat, il dit ça va terminer par soumission pour lui. Il prend un deuxième combat, ça termine par KO pour lui. Et il prend un troisième combat, cette personne va gagner à la décision. Et donc voilà, quand je me sens pas inspiré, je me dis, tu sais quoi, je vais mettre 0,25 unités sur ce genre de Scénario. parlay. Donc je pourrais prendre soit Benoît à la soumission, soit Alexa Grasso à la soumission. Je pourrais prendre, je sais pas, Aldo par KO et Belal par décision ou Manon par décision, tu vois. Et je pourrais juste me dire, ok, tu sais quoi, je vais faire un combiné fun comme ça. Il y a peu de chances que ça passe, mais si ça passe, ça va me faire fois 49 ou fois 61, que sais-je. Donc voilà, je vous invite à nous suivre sur les réseaux parce que je vais probablement partir dans cette direction. Il n'y a pas un Ah, truc c'est sur pas lequel mal. je suis solide. Et donc je vais peut-être même faire deux trucs fun comme ça, tu vois, comme il y a deux combats où je vois une soumission possible, deux combats où je vois une décision possible, deux combats où je peux voir aussi un KO possible. Je vais peut-être en faire deux pour le fun. Ouais, ouais. Alors juste pour rappel, hein, on fait les paris avec des unités et dans notre ligne, c'est pas de genre gagner le maximum de paris, c'est vraiment euh, Prendre notre pied. voilà, on cherche des scénarios, les unités, on les dépense. C'est pas des trucs enfin voilà qu'on a besoin et l'objectif c'est pas de dire ah j'ai gagné 4 paris, et c'est plutôt de trouver les paris les plus sympas quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Et c'est vrai que j'aime bien ton idée là, les trois scénarios en combiné, ça. Ouais, Comme tu j'ai dis, vu ça ça il va y a être pas du. longtemps. Comment il s'appelle, Mati quelque chose sur Twitter, et voilà, il publie chaque fois peut-être pas chaque fois, mais il dit ouais, bah lui il met vraiment des sommes de ouf. Je sais pas d'où il sort ça, mais il va mettre 5000 dollars sur un parlay comme ça qui peut lui faire gagner 500 000, tu vois. Mais voilà, bon, nous c'est en unité, c'est pour le fun quoi. Ouais, Mais bah donc lui, c'est peut-être très que cool. ces 5000 dollars, ça représente 0,25 unités, Bah ce ouais, qui c'est lui ça. représente Encore une rien, tu fois, vois. c'est pour ça donc pour ceux qui savent pas, parce que c'est vrai qu'on a encore la question souvent, quand on parle d'unité, c'est des degrés de confiance. Donc effectivement, Ouais. quelqu'un qui met 10 euros par mois sur son compte Unibet, bah une unité, ce sera 1 euro. Par contre, un multimillionnaire qui fait ça aussi pour le fun et qui lui met, je sais pas moi, 5000 euros par mois sur son compte Unibet, bah une unité, ce sera pas 1 euro, ce sera peut-être 500 euros. Et donc, le fait de parler en unité, ça permet de joindre Mhm. les deux mondes. Exactement. Eh ben, on a fait le tour. Brian, Ouais. en tout cas, merci, les amis. Merci. À très vite. Ciao, Ciao ciao. tout le monde.